les 5 priorités qui me paraissent les plus urgentes. C'est la première chose qui est transversale, c'est une meilleure conscience de l'État du Sénégal, de la centralité de l'humain. L'État agit au service du citoyen, ce qui place l'humain au cœur des actions de l'État. Donc, le fait d'avoir davantage conscience en continu et de manière permanente du fait que l'État est au service des citoyens, pour moi, cela permet de mieux tenir compte des besoins de ce citoyen-là. Cela me paraît indispensable et pour moi, c'est la priorité numéro 1, une priorité qui restera une priorité à chaque fois que l'État devra prendre des décisions. Ça, c'est la première priorité. J'ai identifié également une deuxième priorité qui est en relation avec l'intelligence artificielle. Cette priorité concerne une meilleure inscription du Sénégal dans la chaîne de valeur de l'IA. Comment? Cette meilleure inscription du Sénégal dans la chaîne de valeur de l'IA, elle passe par 2 actions, à mon sens, qui seront plutôt l'importance donnée à la recherche par l'État du Sénégal et l'importance et les moyens mis à disposition pour développer les infrastructures qui permettent d'avoir une production de données en masse, mais surtout une production de données de qualité qui part de chez nous. Aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de recherches autour de l'IA, il y a beaucoup de production de systèmes d'IA et autres, mais cela vient d'ailleurs. Donc, pour une prise en compte de nos besoins et de nos préoccupations en tant que citoyens sénégalais et africains, il est important qu'on puisse investir le maximum possible dans la production de données et dans la production de données de qualité. Donc, la recherche, une recherche transdisciplinaire qui est inclusive, endogène, et aussi le fait de mettre les moyens pour avoir des infrastructures au-delà du supercalculateur qu'on a, au-delà des data centers qui se multiplient. En troisième lieu, ce que je pense être important, c'est d'industrialiser les services publics numériques. Quand je parle d'industrialisation des services publics numériques, je veux faire une différence entre dématérialisation et industrialisation. Nous savons que l'État du Sénégal a déjà œuvré pour dématérialiser certains services publics. Mais aujourd'hui, quand je parle d'industrialisation, c'est passer à un cran au-dessus. Un cran au-dessus parce qu'il faudrait qu'on parvienne aujourd'hui, en 2024, à avoir l'ensemble des services publics accessibles via une plateforme. Donc, une exhaustivité de l'accès. Il n'est pas pensable qu'une personne qui travaille à Dakar et qui est originaire de Kaolack puisse, pour avoir son dossier, pour se marier ou pour s'inscrire à un concours, qu'ils doivent aller à Kaolack pour s'occuper de ces papiers-là. Donc, le fait de pouvoir de rendre disponible l'ensemble des services publics en ligne, mais l'ensemble, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième niveau de cette industrialisation, ça sera de développer des partenariats publics-privés, avec des acteurs privés notamment, pour permettre de valoriser les données, tout en protégeant les droits fondamentaux, notamment les données à caractère personnel. Donc, troisième point, c'est l'industrialisation des services publics numériques. Le quatrième élément qui me semble important, c'est la valorisation des savoirs culturels. Cette valorisation des savoirs culturels, a priori, cela peut sembler éloigné de mon domaine d'expertise, mais c'est central parce que je parle tout le temps de recherche endogène, je parle tout le temps de développement de produits à partir du Sénégal, mais tout ceci ne se fait pas si on ne sait pas qui on est, si on ne connaît pas suffisamment notre culture. Et la valorisation des savoirs culturels à travers les opportunités que nous offre aujourd'hui le numérique, dans une démarche inclusive qui place les acteurs culturels au centre pour identifier l'intégralité de nos savoirs culturels, d'abord, pouvoir instaurer des dynamiques en fait qui rendent ça, qui donnent de la valeur pour que nous, Sénégalais, on connaisse notre culture, mais également qu'on puisse rayonner à travers notre culture au niveau international. Enfin, le cinquième point qui me paraît être
une priorité, c'est l'actualisation des curricula. Pour l'actualisation des curricula, cela ne vise pas simplement l'enseignement supérieur, cela commence dès l'élémentaire. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change en continu. Et on sait que, pour prendre l'exemple sur le programme sénégalais du ministère de l'Éducation nationale, ce programme sénégalais donne une place centrale aux compétences d'écriture, de langue, de logique mathématique et autres, avec une place accessoire à la musique, à l'art graphique, plastique et autres. Et aujourd'hui, il est important d'ouvrir davantage nos jeunes et les enfants à tous ces domaines qui ont une importance égale que ces compétences qu'on a jusqu'ici fait prédominer. Cela donne plus de chance aux jeunes que nous formons pour qu'ils puissent trouver leur place en développant davantage leur créativité, en leur permettant de s'exprimer mieux et davantage. Donc voilà, dans le cadre de l'expertise, les 5 questions prioritaires que j'aurais suggérées à l'État du Sénégal pour après les élections présidentielles de 2024. Aujourd'hui, pour moi, l'enseignement à distance souffre davantage d'une perception méconnue en réalité. Les personnes méconnaissent ce que c'est l'enseignement à distance et cette méconnaissance de ce que c'est influence la perception que les gens en ont. Pour moi, c'est de ça dont souffre le plus l'enseignement à distance. Parce que lorsqu'on est dans la machine, en train de la faire vivre au quotidien, on comprend et on sait que c'est le futur, c'est l'avenir. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'élément principal, ce serait de favoriser une meilleure compréhension de ce qu'est l'enseignement à distance. C'est d'abord ça, meilleure compréhension de ce qu'est l'enseignement à distance, parce qu'au sein même du monde universitaire, on peut trouver des détracteurs de l'enseignement à distance qui sont des personnes tout simplement qui sont réfractaires au changement, pas parce qu'ils ne veulent pas changer, mais parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment les opportunités que nous offre l'enseignement à distance. Pour moi, si je devais m'en limiter qu'à un point sur l'enseignement à distance, ce serait le changement des mentalités. Et ça, l'État peut impulser cette dynamique en sensibilisant davantage sur ce qu'est l'enseignement à distance. En tant que citoyenne sénégalaise, tout simplement, je vois beaucoup d'axes prioritaires. Tout est priorité concernant le bien-être des Sénégalais. Mais je pourrais dire, en regardant ce qui est le plus consensuel, je pourrais dire que d'abord, en priorité numéro 1, ça serait d'améliorer le cadre de vie. Le cadre de vie, je n'ai pas, en tant que citoyenne, la perception que notre État s'intéresse au cadre de vie. On voit une succession de bâtiments, d'immeubles et tout ça, de villas et d'espaces où les gens peuvent habiter, mais le cadre autour n'y est pas suffisamment. Il n'y a pas d'équilibre et d'harmonie dans ce cadre-là. J'en veux pour preuve qu'on peut être dans un endroit, chercher de midi à 14 heures des espaces verts qui sont aménagés pour que les gens puissent se ressourcer. Et c'est très important. On ne trouve pas suffisamment d'aires de jeu dans les quartiers. Je dis suffisamment, mais je pense même que dire qu'on trouve très peu d'aires de jeu ne serait pas de trop dans les quartiers, et tout simplement des espaces aménagés pour que les enfants puissent faire du sport, pour que les habitants puissent marcher, se promener dans ces endroits-là et s'aérer l'esprit. Ça, c'est important et c'est prioritaire. Le cadre de vie, améliorer significativement le cadre de vie des citoyens. Le deuxième point que je voudrais évoquer en termes de priorité, c'est la santé mentale. Moi, en tant que citoyenne, ma perception est que la santé mentale est quelque chose d'accessoire. C'est réservé à des personnes qui ont des troubles perçus par tous, en fait. Alors qu'on est dans un monde aujourd'hui où notre mode de vie change considérablement, notamment avec le numérique,
Et cela fait que même en étant physiquement entourées, les personnes s'isolent de plus en plus. Soit les personnes ont une trop forte consommation des contenus qu'on a sur les outils technologiques, les accessoires qu'on utilise, soit les personnes ne se retrouvent pas tout simplement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la problématique de la santé mentale, elle devient centrale. C'est monsieur, madame, tout le monde qui marche à votre côté au quotidien qui a ces problématiques-là. Donc, démocratiser les problématiques de santé mentale, c'est quelque chose d'important pour que la perception, le regard du citoyen envers ça, cette question de santé mentale, elle change. Qu'on ne considère pas comme un tabou le fait d'aller voir une personne, un spécialiste, en fait, un thérapeute qui puisse vous accompagner pour prendre en charge vos, comment dire, problématiques liées à la psychologie ou autre. Ça, c'est un élément important comme priorité. Pour toujours dans ce cadre de bien-être, je parlerai de la dimension culturelle qui revient. Au Sénégal, très peu, à ma connaissance, d'endroits, de musées, par exemple, ou d'espaces culturels sont accessibles gratuitement par la population. On paye un montant symbolique qu'on peut considérer comme peu cher pour certaines catégories de population, mais ces endroits ne sont pas, l'accès n'est pas gratuit pour la plupart. Et en fait, je pense que pour pouvoir développer, et ça rejoint la valorisation des savoirs culturels dont je parlais, pour permettre aux populations de mieux connaître notre culture, on devrait être dans une dynamique de favoriser l'accès de ces populations-là dans ces musées et des espaces culturels. Donc, l'État devrait trouver le moyen de les rendre tous gratuits. Cette gratuité ne veut pas dire que ça va être un poids que les acteurs culturels ou les initiateurs, ceux qui portent les projets de ces espaces culturels-là, vont supporter un coût supplémentaire. L'État devrait les accompagner significativement pour que ces espaces puissent être maintenus ouverts et gratuits, accessibles aux populations. Et en même temps, ça va entraîner un cercle vertueux de ma perspective parce que ça permettra aux acteurs culturels et qui sont des artistes, des créatifs et tout, qui créent des œuvres, de pouvoir occuper ces espaces-là et promouvoir davantage ces œuvres. En tant que citoyen, pour le bien-être des populations, c'est important. Alors, 2 axes en plus. Le premier, c'est la propreté et l'hygiène. Je pense que la propreté et l'hygiène n'est pas simplement une affaire individuelle. L'État devrait promouvoir la culture de la propreté et de l'hygiène. J'en veux juste pour exemple le Rwanda. Au Rwanda, ils ont instauré une journée par mois où, pour cette journée-là, les voitures ne circulent pas. Les voitures ne circulent pas et toutes les personnes, en tout cas à Kigali, vont se lever, sortir et nettoyer à partir de leur lieu de vie. On ne distingue pas selon qu'il s'agit du président de la République, du ministre, de l'entrepreneur, du chômeur, de l'élève, de l'enfant, tout le monde. Et pour moi, ce qu'il y a de vertueux dans ça, cela insuffle en fait une dynamique d'ensemble à l'ensemble des populations pour qu'ils se disent « Ah, ça, c'est l'affaire de tous ». Donc, la question de la propriété et de la propreté, pardon, et de l'hygiène de nos lieux de vie, des espaces communs que nous partageons, ça devrait être impulsé par l'État du Sénégal. Enfin, je pense que, et c'est en écho à ce que je disais par rapport à l'éducation, les lieux d'accueil des enfants, ces lieux d'accueil des enfants, que ce soit des écoles ou des espaces dédiés aux enfants, on devrait normaliser les écoles et les lieux d'accueil des enfants. Je vais prendre un exemple concret. On voit des écoles ou des crèches qui sont dans des appartements, qui sont dans des immeubles, qui ne respectent pas les normes internationales d'accueil de ces enfants-là. Et en fait, on peut prendre une salle de classe où un enfant passe minimum, on va dire, en moyenne 4 heures par jour. Et dans cette salle de classe, on n'a pas réglé la luminosité. On n'a pas réglé l'orientation du tableau que l'enfant voit, regarde toute la journée. Est-ce qu'il y a une exposition par rapport au soleil?
est-ce que cela ne fatigue pas les yeux de l'enfant? Est-ce que l'énergie que l'enfant reçoit ne le fatigue pas? Ces aspects-là ne sont pas pris en compte suffisamment à mon sens. Et c'est important parce qu'on va voir des enfants qui rentrent chez eux à la fin de la journée, qui sont épuisés, non pas parce qu'ils ont reçu des connaissances qui les épuisent, mais tout simplement parce que le cadre d'accueil n'était pas adapté. Et ça, une normalisation portée par l'État devrait aider, après mise en œuvre par les institutions idoines. Voilà cinq points qui me paraissent, en tant que citoyenne, si ces 5 points sont pris en charge de manière prioritaire, ça pourrait contribuer significativement au mieux-être de la population sénégalaise. Je pense qu'avec une réelle volonté politique, toutes ces questions peuvent être prises en charge si la volonté est là. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir tout à disposition. Pour moi, c'est une question d'intention. Si la volonté est liée, c'est l'univers même qui va contribuer à ce que tout cela se rende possible. Parce que le Sénégal n'est pas un seul homme, ce n'est pas simplement l'État du Sénégal, c'est tous les citoyens sénégalais. Et dans ce Sénégal-là et dans sa diaspora, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à contribuer au mieux-être de la population, à contribuer au rayonnement économique, politique, social, culturel, environnemental, de tout ce qu'on veut de notre pays. Donc, la volonté politique. Je pense que ma principale recommandation, elle restera de garder en conscience qu'un président de la République, un gouvernement qui l'accompagne, sont au service du citoyen. Donc, si cette intention, elle est là, de servir les citoyens sénégalais, je pense qu'on va aller dans des élections apaisées, parce que chacun des candidats va savoir que l'enjeu est beaucoup plus grand que lui, l'enjeu est beaucoup plus grand que sa personne, et on va rester sur ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit. C'est une paix durable au Sénégal, c'est un développement durable au Sénégal et dans le monde, c'est le mieux-être des populations. Et donc, ma recommandation principale, c'est de garder à l'esprit que le président de la République qui sera élu, le gouvernement qui va l'accompagner, sont au service des Sénégalais.